You, madame, nous avons retrouvé votre fils, mais ce n'est pas vous qui l'a réclamé. You. Ces mots, glaciales, résonnent encore en moi comme un écho sans fin. Cette nuit de décembre, à 0014 précise, le téléphone a brisé le silence de ma petite maison à Quimper. Le souffle court, j'ai décroché, persuadé d'entendre une mauvaise plaisanterie. Mais c'était bien la gendarmerie, et c'était bien la réalité. Mon neveu, âgé de 5 ans, avait été retrouvé seul dans les monts d'Arrée, frigorifié, perdu depuis 3 jours. Et ce n'est pas sa mère, ma belle sœur, qui l'avait appelé dans son désespoir. C'était moi, la veuve effacée que tout le monde avait fini par oublier. Quand j'ai entendu son prénom, Chue Evan Yu, une douleur sourde m'a transpercé. J'ai repensé à ce petit garçon aux yeux clairs que j'avais si souvent gardé quand sa mère s'absentait déjà trop longtemps. 3 jours seul, en plein hiver breton, abandonné dans les bois. Comment une mère peut à elle en arriver là? Pourtant, les gendarmes confirmaient. C'était elle qui l'avait laissé, prétendant que il était chez des amis Yu. Des amis invisibles, dans le froid et la nuit. Je me suis habillé à la hâte, j'ai sauté dans ma vieille Clio et j'ai roulé jusqu'à la brigade la plus proche. Les phares découpaient la brume humide, mes mains tremblaient sur le volant. Je n'avais qu'une pensée, le retrouver vivant. Quand je l'ai vu, enroulé dans une couverture de laine, son petit visage couvert de boue et ses lèvres bleutées, j'ai senti mon cœur se briser. Ses yeux, d'habitude si rieurs, n'étaient plus que 2 trous vides, trop grands pour son âge. Yo étant Jan, Yu a été à y murmurer. Sa voix était si faible que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Puis il a ajouté comme un coup de couteau, « Tu et maman a dit que je n'étais pas voulu, You. » Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas pleurer devant lui. Dans ce moment, j'ai compris que quelque chose venait de mourir en moi, la confiance que j'avais accordée à ma belle sœur. Elle n'avait pas seulement abandonné son fils, elle l'avait brisé. Je lui ai pris la main, glacée comme du marbre. « Tu viens avec moi, mon chéri, et tu ne seras plus jamais seul, You. » Cette nuit-là, je l'ai ramené à ma maison de Quimper. Dans la chambre d'amis, j'ai refait le lit que je gardais pour les visites trop rares. Je l'ai bordé doucement, et il m'a demandé, d'une petite voix, « Tu es, et est-ce qu'elle reviendra, You ?» J'ai serré les poings. Je n'ai pas su mentir. « You, je ne sais pas, mais tu es en sécurité ici. » You, il s'est endormi aussitôt, épuisé, son souffle régulier, enfin rassurant. Je suis resté des heures assise dans la cuisine, incapable de trouver le sommeil. Mon regard se perdait par la fenêtre, sur l'ombre des collines. J'avais enterré mon mari 3 ans plus tôt. J'avais appris à vivre avec le vide, mais ce soir-là, je ne pensais plus à ma solitude. Je pensais à ce petit garçon qui n'avait plus rien, ni personne, sauf moi. Et j'ai juré, en silence, que je ne l'abandonnerais jamais. Peu de temps après, l'assistante sociale m'a confirmé que je pouvais devenir son tuteur provisoire. Le dossier de ma belle sœur, Lisa, était déjà rempli de signalements, alcool, fréquentation douteuse, absence prolongée. La justice française n'était pas tendre avec ses manquements. Pour moi, c'était une évidence. Il resterait avec moi. Mais pour lui, tout cela n'avait aucune importance. Ce qu'il voulait, c'était juste un toit, une assiette chaude, et quelqu'un qui ne l'abandonnerait pas au détour d'un chemin forestier. En le regardant dormir, si petit dans ce grand lit, j'ai senti une force nouvelle m'envahir. Moi qui croyais ma vie terminée depuis la mort de mon mari, j'allais devoir me battre de nouveau. Pas pour moi, mais pour lui. Et je n'avais pas le droit d'échouer. Je savais pourtant au fond de moi que ce n'était que le début, car les ombres du passé, tôt ou tard, reviennent toujours frapper à la porte. Et vous, dites à moi, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un de votre propre famille? Avez-vous déjà ressenti ce froid glacial, celui qui vous fait comprendre que le sang ne suffit pas à protéger? Écrivez-le dans les commentaires, car peut-être que vos mots résonneront avec ceux qui souffrent en silence ce soir. Le lendemain matin, la maison s'était emplie d'un silence inhabituel. Evan s'était levé très tôt, sans bruit, comme s'il craignait de déranger. Quand je suis entré dans la cuisine,
je l'ai trouvé assis à table. Ses petites mains jointes devant un bol vide. Ses yeux suivaient le balancement de l'horloge, noire. Hypnotisé par le tic-tac régulier. « Yue, tu veux du chocolat chaud ?» lui ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête, sans sourire. Ce geste, pourtant si banal, m'a serré la gorge. À 5 ans, il n'aurait jamais dû avoir ce regard-là. Celui d'un enfant qui sait déjà que la vie peut l'abandonner à tout instant. Je lui ai préparé un petit à déjeuner simple, du pain grillé et une boisson chaude. Il a mangé lentement, avec une prudence presque animale, comme s'il craignait que la nourriture disparaisse avant qu'il ne finisse. J'ai eu envie de pleurer, mais je me suis retenu. Je ne voulais pas qu'il voie ma pitié. Je voulais qu'il sente ma solidité. Dans la matinée, une assistante sociale est venue à la maison. Elle s'appelait Madame Laurent, une femme d'une 50aine d'années, le visage marqué mais le regard franc. Elle a parlé longtemps avec moi, a posé 1000 questions sur ma situation, mes ressources, ma capacité à accueillir un enfant. J'ai répondu calmement, même si mon cœur battait la chamade. J'avais peur qu'on me l'enlève, qu'on le place dans un foyer anonyme. Quand elle a demandé à parler à Evan, il s'est blotti contre ma hanche. Elle s'est accroupie à son niveau, lui a souri doucement. « Tu veux me dire si tu te sens bien ici, chez ta tante ?» Il a hésité longtemps, ses lèvres tremblaient. Puis a soufflé, « Tu es ici, je n'ai pas froid. » Ce fut sa seule réponse. Mais dans cette phrase, il y avait tout. Le souvenir de la forêt, la peur, et le soulagement d'avoir enfin un abri. Le soir venu, quand la maison s'est assoupie, je me suis assise près de lui, dans sa chambre. Il ne dormait pas encore, ses yeux fixaient le plafond. « Tu es Tanjan, You ?» a murmuré. « Chui mon cœur, You Chue, est-ce que tu crois que papa me voit encore ?» Son père, mon frère cadet, était mort dans un accident de chantier 2 ans auparavant. J'ai eu la gorge nouée. Oui, je crois. Et je pense qu'il est fier de toi, très fier, You. Un petit silence, puis sa voix timide. Alors, pourquoi maman dit que je ne suis pas voulu? J'ai fermé les yeux. J'ai senti mes larmes brûler, mais je ne pouvais pas flancher. Ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Parfois, quand les adultes sont trop tristes, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ce n'est pas toi le problème, Evan. Jamais toi. Il a hoché la tête, mais je savais que mes mots ne suffiraient pas à effacer la blessure. Les semaines suivantes ont été rythmées par les démarches administratives. J'ai dû prouver ma stabilité, fournir mes fiches de retraite anticipées, les relevés de mon petit compte bancaire, les factures réglées de ma maison. Chaque papier était comme une barrière à franchir. Mais je l'ai fait avec une énergie nouvelle pour lui. À l'école de Quimper, il a intégré une classe de maternelle. Les premières journées furent difficiles. Il ne parlait presque pas, restait à l'écart des autres enfants. Les institutrices m'ont appelé, inquiète. « Il est doux, mais si silencieux, madame, comme s'il avait peur de tout. » J'ai serré les poings. Oui, il avait peur de tout. Sa mère lui avait appris que même les bras, censés protéger, pouvaient devenir des pièges. Peu à peu pourtant, grâce à la patience de ses enseignants et aux routines rassurantes de la maison, il a commencé à sourire de nouveau. Un soir, il est rentré avec un dessin maladroit, 2 personnages, l'un petit, l'autre plus grand, et au-dessus un grand soleil jaune. « C'est toi et moi, You » m'a dit simplement. J'ai senti mes jambes fléchir. Dans ce trait enfantin, il venait de me donner un rôle que je n'avais pas cherché, mais que j'acceptais de tout mon être, celui d'être son refuge. Pendant ce temps, de rares nouvelles de sa mère arrivaient, toujours par des canaux indirects. On disait qu'on l'avait vue dans un bar de Brest, qu'elle traînait avec des hommes de passage, qu'elle sombrait un peu plus dans l'alcool. Chaque rumeur me glaçait, non par colère, mais par une immense tristesse. Comment avait-elle pu en arriver là? Était-ce vraiment la même jeune femme rieuse que j'avais connue lors de son mariage avec mon frère? Mais je n'avais pas le droit de m'attarder à ces pensées. Mon énergie devait être tournée vers Evan. Le soir,
Nous faisions de petites routines, préparer ensemble un gâteau au yaourt, arroser les plantes du jardin, ou lire un conte breton avant de dormir. Ces gestes simples tissaient entre nous un fil invisible, solide, qui peu à peu remplaçait le vide laissé par l'abandon. Un matin d'hiver, alors que je l'aidais à enfiler son manteau pour l'école, il m'a regardé droit dans les yeux. Yo et tante Jeanne, est-ce que je peux rester ici toujours? You, je l'ai serré contre moi, étouffant mes larmes dans ses cheveux. Et oui, mon chéri, aussi longtemps que tu en auras besoin, You. Je savais que ces mots m'engageaient pour toute une vie, mais en cet instant, je n'avais aucun doute. Ce petit garçon était devenu ma raison d'exister. Et dans le silence de ma maison, je sentais déjà l'avenir s'ouvrir devant nous, incertain et semé d'obstacles. Car une mère, même absente depuis des années, peut toujours revenir réclamer ce qu'elle a perdu. Et je savais que ce jour-là viendrait. Les années suivantes ont glissé comme des pages d'un livre que l'on tourne avec appréhension. Evan grandissait à vue d'œil, et moi je découvrais ce que signifiait réellement élever un enfant alors que je pensais ma vie figée depuis longtemps. Au début, les petites indignités sont venues doucement, comme des éclats de verre invisibles qui se plantent dans la peau, sans que l'on s'en aperçoive tout de suite. À l'école, certaines mères m'ont lancé des regards appuyés quand elles ont compris que je n'étais pas la tuée vraie mère You d'Evan. Une fois, une voisine m'a glissé à demi un mot. Yoé, c'est bien beau de recueillir un enfant, mais vous n'avez pas peur qu'il vous échappe un jour. Le sang, ça compte. You, j'ai souri poliment, mais ces paroles m'ont transpercé. Oui, le sang comptait, et c'était ce qui me manquait. À la mairie, lors de l'inscription à la cantine, l'employé a demandé d'un ton sec. « Tué, vous êtes la tutrice légale ?» Yo, devant toute une file d'attente. J'ai senti mon visage rougir, comme si j'usurpais une place qui n'était pas la mienne. J'ai montré les papiers officiels, tamponnés par le tribunal de Quimper, et pourtant, à l'intérieur, je me suis senti fragile, invisible, presque coupable de donner à Evan ce qu'une mère aurait dû lui offrir naturellement. Ah, Evan, lui, absorbait ses regards et ses silences comme une éponge. Un jour, à la sortie de l'école, un camarade l'a bousculé et lui a lancé « Toi, t'as pas de vraie maman ?» Yo, j'ai vu son petit visage se fermer, ses poings se serrer. Le soir, à table, il n'a presque pas mangé. Puis, sans me regarder, il a murmuré « Toi, ils disent que je ne suis à personne. Mais moi, je suis à toi, pas vrai? You. » J'ai posé ma main sur la sienne. Tu es à toi à même d'abord, Evan. Mais oui, tu es avec moi, et ça. Personne ne pourra le changer. You, il a hoché la tête, mais son regard était déjà celui d'un enfant qui se méfie du monde. À mesure qu'il grandissait, d'autres petites humiliations se sont ajoutées. À l'hôpital, quand il a dû se faire recoudre une plaie au genou après une chute, l'infirmière a demandé « T'es où est sa mère ?» Yo devant lui, comme si mon autorité ne comptait pas. J'ai dû répéter 3 fois que j'étais sa tutrice légale, que j'avais tous les droits nécessaires. Evan, allongé sur la table, m'observait, les yeux pleins d'une angoisse que je n'oublierai jamais. Et puis il y avait les repas de famille. Ma propre sœur, pourtant bienveillante, ne pouvait s'empêcher de glisser. « Oui, tu te donnes du mal, Jeanne, mais n'oublie pas qu'un jour, il voudra peut-être retrouver sa mère. » Yo, ces phrases-là, dites comme des évidences, me coupaient en deux, car moi aussi, je savais que ce jour viendrait. Je choisissais pourtant le silence. Pour Evan, je ne voulais pas ajouter de conflit. J'ai avalé les remarques, j'ai gardé pour moi les humiliations, je me suis contenté d'épauler ce petit garçon qui, chaque soir, retrouvait le sourire dans la chaleur de la maison. Nous avions nos rituels, les devoirs faits ensemble à la table de la cuisine, les balades le long de l'Audet, les dimanches après à midi. Et ces soirées d'hiver où nous inventions des histoires pour oublier la pluie battante sur les vitres. Mais à l'intérieur, je sentais déjà la solitude m'encercler dans la cour de récréation. Evan commençait à se tenir un peu à l'écart, comme s'il avait compris qu'il était différent, You. Chez les commerçants du quartier,
Certains me regardaient avec une curiosité gênante, chuchotant parfois des bribes de conversation à mon passage. Tuer, c'est la tante, pas la mère. Yo, ces mots, simples en apparence, résonnaient comme une mise à distance irrévocable. Il y avait aussi les exigences discrètes, presque insidieuses. Des professeurs qui me demandaient acheter du matériel supplémentaire Tuer pour son bien You, sans se soucier de ma petite pension. Des voisins qui me rappelaient, l'air faussement aimable, que les enfants tués de ce genre You demandaient plus de suivi. Comme s'il était brisé par essence. Chaque remarque était une piqûre. Je les ai encaissées, une par une, pour éviter qu'Evan sente la morsure. Mais la vérité, c'est que je devenais peu à peu invisible. Dans les yeux de beaucoup, je n'étais qu'une solution temporaire. Une ombre destinée à s'effacer le jour où la mère réapparaîtrait. Le soir, quand Evan dormait, je m'asseyais seul dans la cuisine, une tasse de thé refroidie entre les mains. Je regardais ces dessins accrochés au mur, des maisons aux couleurs vives, des soleils immenses. Parfois, un petit personnage qui ressemblait à moi. Ces dessins me disaient qu'il m'aimait, qu'il me choisissait. Et pourtant, j'avais peur. Peur qu'un jour, une simple signature sur un papier suffise à m'effacer de sa vie. C'est dans cette peur silencieuse que j'ai compris. Endurer et me taire ne suffirait peut-être pas toujours. Un jour, il faudrait me battre. Mais je n'étais pas encore prête. Pour l'instant, je préférais me fondre dans l'ombre, protéger ce bonheur fragile et prier pour que les ombres du passé ne reviennent pas trop tôt frapper à notre porte. Je croyais naïvement que les humiliations quotidiennes seraient la seule épreuve à supporter. Mais la véritable déchirure est arrivée une après-midi de printemps, 5 ans après qu'Evan eut franchi le seuil de ma maison. C'était un mardi ordinaire, le genre de journée où la pluie fine tombait en rideaux sur les toits de Quimper. J'étais sorti acheter du pain et quelques légumes au marché. En rentrant, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe épaisse avec un timbre officiel. Le cœur battant, je l'ai ouverte d'une main fébrile. Les mots se sont bousculés sous mes yeux. Demande de révision de garde, requête introduite par Madame Lisa Morvan. Mon souffle s'est coupé. Ma belle sœur, la femme qui avait abandonné son fils dans les monts d'Arrée, osait désormais demander à récupérer sa garde. J'ai senti mes jambes céder sous moi. Je me suis assise sur la première marche de l'escalier, l'enveloppe serrée dans mes doigts. Evan, à ce moment-là, faisait ses devoirs dans le salon. Je n'ai rien dit. Pas encore, mais déjà, une tempête grondait dans ma poitrine. Je croyais naïvement que les humiliations quotidiennes seraient la seule épreuve à supporter. Mais la véritable déchirure est arrivée une après-midi de printemps, 5 ans après qu'Evan eut franchi le seuil de ma maison. C'était un mardi ordinaire, le genre de journée où la pluie fine tombait en rideaux sur les toits de Quimper. J'étais sorti acheter du pain et quelques légumes au marché. En rentrant, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe épaisse avec un timbre officiel. Le cœur battant, je l'ai ouverte d'une main fébrile. Les mots se sont bousculés sous mes yeux. Demande de révision de garde, requête introduite par Madame Lisa Morvan. Mon souffle s'est coupé. Ma belle sœur, la femme qui avait abandonné son fils dans les monts d'Arrée, osait désormais demander à récupérer sa garde. J'ai senti mes jambes céder sous moi. Je me suis assise sur la première marche de l'escalier, l'enveloppe serrée dans mes doigts. Evan, à ce moment-là, faisait ses devoirs dans le salon. Je n'ai rien dit. Pas encore, mais déjà, une tempête grondait dans ma poitrine. Quelques jours plus tard, tout est devenu plus clair. L'assistante sociale m'a convoqué pour un entretien. Le dossier que Lisa avait déposé était épais. Elle prétendait avoir tué changé You, être désormais sobre, stabilisé, capable d'offrir à Evan Joel la vie qu'il méritait You. Et surtout, elle avait mentionné dans sa requête le compte bloqué que mon frère, son défunt mari, avait laissé pour son fils. Une somme dépassant les 800 000 €, destinée à n'être utilisée que pour l'enfant, sous la surveillance de son tuteur légal.
J'ai compris, en lisant ces lignes, que ce n'était pas par amour qu'elle revenait, c'était par appât du gain. Mais le coup de grâce est venu une semaine plus tard. J'ai découvert, en fouillant dans les papiers administratifs, une copie falsifiée de certificat de résidence sur lequel mon adresse avait été remplacée par celle d'un appartement à Brest, un document que je n'avais jamais vu, portant pourtant mon nom. J'ai compris qu'elle essayait de démontrer que je n'étais pas apte, que je négligeais ma responsabilité, que je laissais Evan Dewey livré à lui, à même You. Mon sang s'est glacé. Jusqu'ici, j'avais supporté les ragots, les jugements, les petites humiliations. Mais là, il ne s'agissait plus de paroles blessantes. C'était une tentative d'escroquerie. Un complot visant à m'arracher cet enfant que j'avais sauvé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné en rond dans la cuisine, le cœur battant comme un tambour. Je repassais en boucle toutes ces années, les premiers sourires d'Evan, ses progrès à l'école, les balades au bord de l'Odette, les soirs d'hiver à lire ensemble. Et cette idée insupportable qu'une signature mensongère, une manœuvre sordide, puisse suffire à balayer tout cela. Au petit matin, quand Evan est descendu, encore ensommeillé, j'ai caché mes larmes. Je ne voulais pas qu'il voie ma peur, mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Une force froide, tranchante s'était installée. Ce jour-là, je me suis juré que je ne serais plus jamais une victime. J'ai commencé par observer autour de moi. Les rumeurs s'étaient multipliées, au marché. J'entendais que Choué la tante était fatiguée, qu'elle buvait peut-être un peu trop, qu'elle ne savait pas gérer un adolescent, You. À l'école, un professeur m'avait convoqué pour évoquer Choué de possibles absences inexpliquées, You d'Evan, alors qu'il n'avait jamais manqué un cours. Tout cela n'était pas innocent. Lisa semait ses graines de doute, patiemment, méthodiquement. Je me suis surprise à serrer les dents devant mes voisins, à sourire comme si de rien n'était. Mais chaque remarque, chaque sou entendu, attisait ma détermination. Elle voulait me salir. Très bien, mais elle avait oublié une chose, en Bretagne, la mémoire des gens est tenace. Et les montagnes ne pardonnent pas ceux qui trahissent leur propre sang. Un soir, après avoir couché Evan, je me suis installé à mon bureau. J'ai ouvert un cahier vierge et j'ai écrit, en grosses lettres, Choué, je ne céderai pas. You, puis j'ai commencé à noter tout ce que je savais, chaque souvenir, chaque détail de l'abandon, chaque mensonge de ma belle sœur. J'ai listé les témoins, la gendarmerie, les voisins, les instituteurs qui avaient vu l'enfant terrorisé après la disparition. J'ai trié les papiers, relevés scolaires, certificats médicaux, factures prouvant que j'avais assumé seul ses besoins. Chaque page était comme une arme que je me forgeais en silence. Je savais désormais que la bataille ne serait pas seulement juridique. Elle serait psychologique, sournoise. Ma belle sœur avait l'argent, les avocats, l'art de séduire par son apparence retrouvée. Moi, je n'avais que la vérité et la détermination d'une femme qu'on avait trop longtemps sous-estimée. Assise seule dans la nuit, une bougie allumée à côté de moi, j'ai prié. Pas comme une dévote, mais comme une mère supplie pour son enfant. J'ai demandé la force de résister, la clarté d'esprit pour ne pas faillir, et surtout la patience, car je savais qu'il ne fallait pas agir dans la colère mais dans la précision. Ce fut le moment exact où quelque chose bascula en moi. Je n'étais plus seulement Jeanne, la veuve effacée de Quimper. J'étais devenue la gardienne d'un serment, protéger Evan, coûte que coûte. Et cette nuit-là, au milieu des papiers éparpillés sur la table, j'ai pris ma décision. Si ma belle sœur voulait la guerre, elle l'aurait. Mais ce serait à ma manière, froide, silencieuse, implacable. Je ne serais plus jamais une victime. Désormais, j'allais devenir l'ombre tranquille qui prépare sa riposte. Celle qu'on ne voit pas venir. Jusqu'au moment où il est trop tard, les jours qui ont suivi ont été parmi les plus longs de ma vie. Je faisais mine de vivre normalement, mais à l'intérieur, je bouillonnais. La nuit, le sommeil me fuyait. Je restais assise dans la cuisine, une tasse de thé refroidie devant moi, le cahier ouvert, les pages noircies de mes pensées. C'était devenu mon arme secrète, mon journal de guerre.
Je pesais chaque mot, chaque souvenir. Je notais tout ce qui pouvait servir. Le rapport de gendarmerie de l'époque, la couverture dans laquelle Evan avait été retrouvé trempé de pluie, les témoignages des voisins qui l'avaient vu errer seul. J'ai même contacté l'institutrice de maternelle, Madame Le Guen, qui se souvenait encore de ce petit garçon arrivé en noir, classe et les yeux vides. Elle m'a promis de témoigner si besoin. Ses petits-fils épars. Je les tissais en une toile solide, patiente, imparable. Pendant ce temps, Evan, désormais adolescent, commençait à poser des questions. Ah, il voyait mon inquiétude, mes cernes, mes silences. Tu es tante Jeanne, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je lui souriais, je posais une main rassurante sur son épaule. Rien que nous ne puissions affronter, mon chéri. Mais à l'intérieur, je me déchirais. Je voulais le protéger, mais je savais qu'il aurait un jour besoin de entendre la vérité. Mes nuits blanches étaient peuplées de prières silencieuses. Je n'étais pas une femme d'église. Mais dans ces heures d'angoisse, je me surprenais à murmurer « Tu es Seigneur, donne à moi la force de tenir. Même si je suis seule, je pensais à mon mari disparu, à mon frère mort trop tôt. Parfois je parlais tout haut, comme si quelqu'un pouvait m'entendre. Aidez à moi à ne pas faillir. Le matin, je reprenais mon rôle de femme forte. J'accompagnais Evan à l'école, je préparais les repas. Je tenais ma maison impeccable. Mais dès qu'il passait le seuil, je reprenais ma traque. J'ai pris rendez-vous discrètement avec un avocat de Quimper, maître Delaunay, connu pour sa rigueur. Dans son bureau chargé d'odeurs de vieux livres, je lui ai raconté toute l'histoire. Il m'a écouté longuement, les mains croisées. Puis il a dit « Vous avez plus d'atouts que vous ne le croyez. Mais il faudra être méthodique, Il m'a conseillé de rassembler chaque preuve matérielle, facture de médecin, attestation scolaire ou relevé de banque montrant que j'avais subvenu seul aux besoins d'Evan. Ne s'arrête pas aux sentiments. Ils veulent des faits. Montrez alors que vous avez été la seule constante de cet enfant. Ces mots m'ont galvanisé. De retour à la maison, j'ai commencé un second cahier, celui des preuves. J'y ai collé chaque document soigneusement classé. Parfois, mes mains tremblaient en repliant une facture, car je mesurais à quel point ma vie entière s'était réduite à cette lutte. Prouver que j'étais digne de l'enfant que j'avais sauvé. Les soirs, quand Evan faisait ses devoirs, je l'observais en silence. Sa concentration, son sérieux, sa façon de plisser les yeux comme son père. Tout cela me rappelait que je n'avais pas le droit d'abandonner. Et chaque fois que mes forces faiblissaient, je revoyais l'image de ce petit garçon recroquevillé dans une couverture, chuchotant qu'il n'était pas voulu. Cette phrase résonnait comme une gifle. Elle me hantait, mais elle nourrissait aussi ma détermination. Je me suis mise à marcher, le soir dans les rues de Quimper, pour apaiser mes nerfs. Je passais devant la cathédrale Saint-Corentin, dont les vitraux illuminés me rappelaient que la lumière finit toujours par percer. Là, je faisais le point, j'affûtais mes plans. Je n'étais plus seulement une veuve résignée. J'étais devenue une stratège, une combattante de l'ombre. Un matin, j'ai reçu un coup de téléphone inattendu, un ancien collègue de mon mari, qui se souvenait des assurances vie et des dispositions prises pour Evan. Sa voix grave m'a dit « ton frère n'a pas travaillé pour rien, Jeanne. Il a protégé son fils. Ne laisse personne voler cela. » Ces mots étaient comme un héritage moral. À partir de ce jour, j'ai commencé à préparer non seulement ma défense, mais aussi une attaque silencieuse. Je me suis renseigné auprès d'un notaire, discret mais efficace. J'ai appris que je pouvais, sous certaines conditions, verrouiller l'accès au fonds d'Evan jusqu'à sa majorité et empêcher toute main étrangère d'y toucher. Cette perspective m'a redonné un souffle nouveau. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Evan. Mon rôle était de dissimuler mes inquiétudes derrière un vernis de douceur. À ses yeux, j'étais toujours la tante calme qui préparait des crêpes le dimanche. Mais derrière ce masque, chaque minute de ma vie était consacrée à la préparation. Je savais que Lisa allait frapper.
qu'elle viendrait avec ses avocats, son sourire de façade. Ses promesses de mère Chiwe réhabiliter You. Mais moi, dans l'ombre, je bâtissais déjà le rempart. Chaque signature, chaque coup de fil, chaque document archivé était une pierre ajoutée à ma forteresse silencieuse. Et dans ce combat muet, je découvrais une vérité inattendue. Je n'étais plus la femme faible qu'on croyait. J'étais devenue, par la force des choses, une guerrière. Et même si ma bataille se déroulait dans les couloirs froids, déserts, tribunaux ou dans la solitude d'une cuisine bretonne, elle n'en était pas moins implacable. Car je savais une chose, la justice, parfois lente, finit toujours par distinguer ceux qui ont aimé en silence de ceux qui n'ont cherché qu'à posséder. Et moi, je n'avais jamais voulu posséder Evan. Je voulais simplement qu'il vive, qu'il grandisse, qu'il se sente enfin chez lui. Ce serment, je l'avais fait la nuit de décembre où on me l'avait ramené. Et désormais, rien ni personne ne pourrait m'en détourner. La décision était prise. Je n'allais pas subir, mais agir. Mes pas m'ont mené une première fois chez le notaire, Maître Le Goff, un homme réputé à Quimper pour sa droiture et sa discrétion. Son bureau sentait la cire et le papier ancien. En entrant, je me suis senti trembler, comme si je m'aventurais sur un terrain qui ne m'était pas destiné. Mais en croisant son regard clair, j'ai su que j'étais à ma place. Je lui ai exposé ma situation d'une voix calme, presque clinique. La mort de mon frère, l'abandon de Lisa. Les rumeurs qu'elle semait depuis son retour et surtout la menace qui pesait désormais sur l'avenir d'Evan. Il m'a écouté sans m'interrompre, notant quelques mots d'une écriture serrée. Quand j'ai terminé, il a simplement dit « Tiwe, madame, vous avez fait ce qu'une mère aurait dû faire. Maintenant, il faut sécuriser tout cela juridiquement. You, il m'a expliqué les procédures, la possibilité de verrouiller définitivement la gestion du fonds laissé par mon frère, Na, en tant que tutrice légale, jusqu'à la majorité d'Evan. Je pouvais aussi anticiper mon propre décès en rédigeant un testament clair, désignant à qui irait la responsabilité de l'enfant et de ses biens. Chaque phrase qu'il prononçait était une pierre de plus dans le rempart que je bâtissais en silence. Je suis sorti de son bureau avec une pile de documents, le cœur lourd mais résolu. Je n'étais plus une spectatrice, j'étais devenu l'architecte de notre avenir. Les jours suivants, j'ai multiplié les démarches. J'ai vendu une petite parcelle de terrain que mon mari m'avait laissée, près de Douarnenez. Cet argent, je l'ai placé sur un compte séparé à l'abri des convoitises. Je savais que Lisa pouvait fouiller, manipuler, inventer, mais elle ne trouverait rien. Tout était désormais sous scellé. Surveillé, enregistré. Parallèlement, j'ai commencé à rédiger mon testament. Les mots tremblaient sur le papier. Tien Morvan déclare que chaque ligne me rappelait ma propre fragilité, mais aussi ma responsabilité. Je stipulais clairement que si un jour je venais à disparaître avant la majorité d'Evan, sa garde ne pourrait en aucun cas revenir à sa mère biologique, mais serait confiée à une cousine éloignée de confiance, vivant à Brest. J'avais parlé avec elle en secret et elle avait accepté sans hésiter. Tout cela, je l'ai fait dans le plus grand silence. Aux yeux d'Evan, rien n'avait changé. Il me voyait toujours préparer ses repas, l'aider dans ses devoirs, sourire quand il rentrait du collège. Mais derrière mes sourires, chaque heure était consacrée à tisser cette toile invisible qui nous protégerait. Une fois, en rangeant les papiers dans mon armoire métallique, je me suis surprise à sourire. Moi, la veuve que l'on croyait faible, je préparais ma vengeance à la manière des vieilles pierres bretonnes, lentement, patiemment, mais avec une force inébranlable. Evan, lui, continuait de grandir. À 15 ans, il avait déjà les épaules d'un jeune homme. Il passait des heures à bricoler dans le garage, à réparer de vieux vélos qu'il revendait ensuite. Je voyais dans ses gestes la même rigueur que son père, mon frère disparu. Chaque soir, en le regardant, je me répétais « Tu n'auras pas souffert pour rien. Je t'offrirai une vie digne, même si je dois me consumer pour ça. You. » Mais la menace se faisait plus pressante. Un soir, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une lettre de Lisa, rédigée par son avocat parisien. Les mots étaient polis,
mais l'intention claire, elle réclamait la garde partagée. Au nom de Chiwe, l'équilibre affectif de l'enfant Yu et de Chiwe son droit fondamental à grandir auprès de sa mère Yu. J'ai relu ces phrases des dizaines de fois. J'aurais pu hurler. Comment osait-elle parler de Chiwe droit Yu quand elle avait bafoué les plus élémentaires? J'ai déposé la lettre sur la table et j'ai respiré profondément. Non, je ne crierai pas. Je n'irai pas frapper à sa porte pour déverser ma colère. Ma vengeance ne serait pas bruyante. Elle serait silencieuse, méthodique, implacable. Elle passerait par les lois qu'elle pensait pouvoir manipuler. Alors j'ai repris mes préparatifs. J'ai rencontré un deuxième avocat, à Brest cette fois, pour obtenir un double avis. J'ai renforcé mes dossiers avec des attestations d'enseignants, de médecins, de voisins de confiance. Chaque document devenait une arme, chaque signature une pièce supplémentaire dans ma cuirasse. Je n'ai jamais parlé de ces démarches à Evan. Je voulais qu'il conserve son insouciance d'adolescent, mais adolescent, qu'il puisse penser à ses examens, à ses amis, à ses rêves, mais parfois, je crois qu'il voyait au-delà de mes silences. Un soir, alors que je relisais des papiers dans la cuisine, il est entré sans bruit et m'a dit « Tu sais, je n'ai pas peur, pas tant que tu es là. » Yu, j'ai relevé les yeux, et son regard clair m'a transpercé. Je n'ai rien répondu, j'ai juste posé ma main sur la sienne. Ce soir-là, j'ai compris que ma force ne venait pas seulement de ma détermination, mais aussi de la confiance qu'il plaçait en moi. Les mois ont passé ainsi dans cette étrange dualité, la façade tranquille d'une vie ordinaire, et l'ombre secrète d'une préparation minutieuse. Je cousais mes vêtements, je faisais mes courses comme toute voisine de Quimper. Mais en moi, j'étais une guerrière qui cachait son armure sous une robe simple. Et quand, un matin, j'ai enfin posé ma signature définitive au bas du testament et du transfert bancaire, j'ai ressenti une paix nouvelle, comme si, pour la première fois depuis des années, j'avais repris le contrôle. Ce jour-là, en refermant le dossier que Maître Le Goff m'avait confié, j'ai chuchoté pour moi à même. « Et voilà, Lisa, tu croyais me voler mon silence, mais c'est lui qui sera ton piège. You, car je savais désormais que le filet était prêt. Restait à attendre le moment où elle se prendrait dedans. » Le piège s'est refermé un après à midi de juin, alors que le soleil se couchait lentement sur les toits de Quimper. Evan était dans le garage, occupé à poncer une vieille pièce de vélo, quand une voiture luxueuse s'est arrêtée devant ma maison. Une berline noire, vitre teintée, comme celle qu'on ne voit qu'aux abords des hôtels. J'ai senti mon cœur se serrer aussitôt. Je savais que ce moment arriverait. La portière s'est ouverte, et Lisa est sortie, vêtue d'une robe claire, des lunettes de soleil glissées dans ses cheveux. Elle ressemblait à une actrice qui aurait pris soin de son entrée. 10 ans, était écoulée depuis la nuit glaciale où elle avait abandonné son fils dans les monts d'Arrée. Mais son visage ne portait pas le poids de ces années. L'argent, sans doute, avait poli son apparence. Ses yeux, en revanche, étaient les mêmes, froids, calculateurs, d'un bleu d'acier qui ne laissait rien deviner. Elle a traversé l'allée comme si elle revenait chez elle. Evan a levé les yeux de son établi, s'est figé un instant. Je l'ai rejoint d'un pas ferme, posant une main sur son épaule. « Tiwi reste là, You », ai-je soufflé. Lisa s'est arrêtée au pied du perron. « Chue Jan You », a-t-elle dit d'un ton mielleux. « Lisa ». Ma voix était plus dure que je ne l'aurais cru. Elle a esquissé un sourire. « Tu as bien pris soin de mon fils, je t'en remercie. Mais je crois qu'il est temps qu'il revienne auprès de sa mère. » You. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai répondu, très bas. « Tu n'as plus ce droit. Tu l'as perdu le jour où tu l'as laissé mourir de froid dans la montagne. » You. Son sourire s'est tendu. Elle a soupiré, jouant encore son rôle de femme repentie. « Oui, j'étais perdue, Jeanne. J'ai changé. Aujourd'hui, je peux lui offrir ce que tu ne pourras jamais. Une éducation de haut niveau, des voyages, un avenir à la hauteur de ce qu'il mérite. » Je l'ai laissé parler, chaque mot révélant sa vraie nature. Evan, derrière moi, écoutait sans bouger, son visage fermé.
Puis d'une voix claire, il a demandé « Tu es pourquoi maintenant, maman? Pourquoi pas il y a 5 ans, yo ?» Lisa a vacillé un instant, surprise. « Choué, j'avais besoin de temps, mon chéri, pour me reconstruire. You. » Evan l'a fixé, les yeux durs. « Choué, alors pourquoi je n'ai jamais reçu une lettre? Pourquoi jamais un coup de fil? Yo !» Un silence lourd a suivi. Je sentais le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'était pas préparée à cette vérité brute. Mais elle s'est vite reprise à lancer d'une voix glaciale « Tu es mon fils. » Et le tribunal comprendra. Le sang parle toujours. C'était dit. Enfin, elle laissait apparaître la menace. J'ai croisé les bras, plantés devant elle. Et le tribunal verra surtout une mère qui a disparu 10 ans et qui revient au moment précis où son fils approche de sa majorité et de son héritage. Un éclair de colère a traversé ses yeux. Elle s'est approchée, ses talons claquant sur les dalles. « Yoé, tu n'as aucune idée des moyens dont je dispose, Jeanne. J'ai un avocat à Paris. Des preuves que tu n'es pas capable de subvenir à ses besoins. Tu crois pouvoir m'arrêter avec tes petits papiers. You. » Je l'ai laissé avancer, puis doucement, j'ai sorti un dossier que j'avais préparé. Mes mains ne tremblaient pas. « Choué, regarde bien, Lisa. Tutelle légale confirmée. Compte bloqué jusqu'à sa majorité. Testament enregistré. Chaque détail de sa vie est consigné, protégé. Tout ce que tu crois pouvoir manipuler est déjà verrouillé. You. » Son visage s'est décomposé une seconde, puis elle a éclaté d'un rire sec, presque nerveux. « Yoé, tu crois que ça suffira? J'ai la loi pour moi, je suis sa mère. » C'est alors qu'Evan a pris la parole. Il s'est avancé, grand, solide, presque adulte. « Yoé, non, tu es celle qui m'a laissé dans la forêt, celle qui m'a dit que je n'étais pas voulu. » Yo, sa voix n'a pas tremblé. « Choué, je ne veux pas vivre avec toi, je veux rester ici. » You. Les mots sont tombés comme un coup près. Lisa a pâli, a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Moi, je restais immobile, mais à l'intérieur, je tremblais de fierté. Evan venait de tracer la ligne que rien ne pourrait franchir. Elle a tourné les talons brusquement, a regagné sa voiture sans un mot. Le moteur a rugi. Et le véhicule a disparu dans la rue. Le silence est retombé. Evan est resté figé un instant, puis il a soufflé. « Choué, elle ne reviendra pas? » Yo, je l'ai regardé droit dans les yeux. « Choué, elle reviendra, mais cette fois nous sommes prêts. » You. Ce soir-là, nous avons dîné en silence. Mais dans son regard, j'ai vu quelque chose de nouveau. Une confiance absolue. Comme s'il avait enfin compris que je n'étais pas seulement une tente de passage, mais un rempart. Et moi, je savais que le piège venait de se refermer. Car, en voulant reprendre ce qu'elle avait perdu, Lisa s'était dévoilée. Elle avait montré son vrai visage. Et désormais, la justice n'aurait plus qu'à constater ce que nous savions depuis toujours. L'amour ne se prouve pas par le sang, mais par la fidélité des gestes. Et dans ce combat, c'était moi, la veuve silencieuse de Quimper, qui avait déjà gagné. La tempête, une fois déclenchée, ne m'épargna personne. Comme je m'y attendais, quelques jours après cette confrontation, j'ai reçu une convocation officielle. Audience au tribunal de Quimper, section affaires familiales. Lisa avait bel et bien saisi la justice. Elle réclamait la garde exclusive, arguant de son Yoé rétablissement You et de ses Chioué capacités financières supérieures You. La nouvelle se répandit vite dans la ville. Dans les cafés, sur le marché, chacun y allait de son commentaire. Ah! Certains murmuraient que tuer la tante avait fait son temps You, et que tuer l'enfant devait retrouver sa mère You. D'autres, au contraire, me soutenaient discrètement. Tirez courage, Jeanne, nous savons ce que vous avez fait pour lui. Yo, mais la fracture était là, insidieuse, et je sentais bien que la famille entière commençait à vaciller sous ce poids. Ma propre sœur, par exemple, s'était rangée du côté de Lisa. Tu es Jeanne, tu as été admirable, mais enfin. Evan doit retrouver ses racines. Ce n'est pas sain qu'il ne voit jamais sa mère. Yo, ces paroles m'ont coupé le souffle. Je n'ai pas répondu. Comment expliquer à quelqu'un qui n'avait pas été témoin de la forêt, du froid, des larmes d'un enfant abandonné? Au sein même de ma famille, des lignes de fracture se dessinaient. Des cousins prenaient parti pour Lisa.
Séduit par son discours lisse et son allure de femme, Chue transformait Yu. D'autres gardaient le silence. De peur de se mêler d'une affaire trop lourde, je me retrouvais seul, ou presque, face à une armée de murmures. Evan, lui, observait tout cela avec un mélange de tristesse et de maturité trop grande pour son âge. Yo étant Jan, pourquoi ils ne comprennent pas? Yu m'a hâté à y demander un soir, la voix brisée. J'ai caressé sa joue, tué parce qu'ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Mais toi et moi nous savons, et c'est suffisant. Yu, la veille de l'audience, j'ai passé la nuit à relire mes dossiers. Tous les papiers étaient là, certificats médicaux, bulletins scolaires, attestations de voisins fiables, le rapport de gendarmerie de l'époque. Chaque pièce était une preuve que ma belle sœur ne pouvait contester. Pourtant, je tremblais. Parce que je savais que parfois, les tribunaux ne jugent pas seulement sur les faits, mais sur les apparences. Le matin de l'audience, Evan a insisté pour m'accompagner. Je n'étais pas certaine que ce fût une bonne idée. Mais il a levé le menton, décidé. Toi, c'est ma vie, je veux qu'il m'entende. Yo, dans son costume sombre, il avait l'air d'un jeune homme plus que d'un adolescent. Je l'ai regardé avec une fierté silencieuse. Au tribunal, l'atmosphère était lourde, presque sacrée. Les boiseries sombres, l'odeur de cire, les bancs froids. Tout donnait l'impression que le passé revenait nous juger. Lisa était déjà là, assise à côté de son avocat. Un homme élégant, le regard perçant. Elle portait un tailleur bleu nuit, ses cheveux impeccablement tirés en chignon. Tout en elle respirait la respectabilité et la maîtrise. Quand l'audience a commencé, son avocat s'est levé. Sa voix était claire, persuasive. Yo et Madame Morvan a traversé une période difficile, certes, mais elle est aujourd'hui rétablie, capable, et surtout, elle est la mère biologique d'Evan. La loi française, vous le savez, reconnaît l'importance du lien du sang. Yo, il a parlé d'éducation, d'avenir, de moyens financiers. Il a peint un tableau parfait, où Lisa apparaissait comme la mère que toute société espère. Puis vint mon tour. Mon avocat, Maître Delaunay, plus discret mais ferme, a exposé les faits. L'abandon, le rapport de gendarmerie, les années sans contact, les preuves de mon engagement. Il a montré qu'Evan avait grandi dans la stabilité, qu'il réussissait à l'école, qu'il n'avait jamais manqué de rien. Enfin, Evan a été appelé à la barre. La salle s'est figée. Mon cœur battait si fort que je croyais l'entendre résonner. D'une voix posée, mon neveu a dit « Chue, je veux rester avec ma tante, parce que c'est elle ma famille. C'est elle qui m'a élevé, qui ne m'a jamais menti, qui ne m'a jamais laissé tomber. » Yo, ces mots simples ont traversé la salle comme une lame. Lisa a blêmi, mais elle s'est redressée, cherchant à sourire. Quand le juge l'a interrogée sur son absence pendant 10 ans, ses réponses furent hésitantes, émaillées de contradictions. Elle parlait de tuer difficultés personnelles You, d'y erreur de jeunesse You. Mais dans ses yeux, on lisait autre chose, l'avidité, la peur de perdre ce qu'elle croyait déjà acquis. La tension dans la salle était palpable. Chaque mot pesait, chaque silence résonnait. Et moi, je regardais cette femme qui avait cru pouvoir tout effacer d'un revers de main. En me disant que la justice n'était pas seulement dans les textes, mais dans la vérité nue qui s'imposait. Ce jour-là, j'ai vu ma famille éclater sous mes yeux. Certains de mes proches, assis dans le public, détournaient le regard. Incapables de choisir un camp, d'autres murmuraient leur soutien à voix basse. Mais moi, je n'avais plus peur, parce que, pour la première fois, ce n'était plus moi seul qui portais ce combat. C'était Evan, debout, qui avait trouvé sa voie. Et j'ai compris que, quel que soit le verdict, plus rien ne serait jamais comme avant. Car la vérité avait été dite au grand jour, et elle ne pouvait plus être effacée. Le verdict ne tomba pas immédiatement. Comme toujours dans ces affaires, le juge prit le temps de tuer, délibérer You. Les jours qui suivirent furent parmi les plus lourds de ma vie. Lisa restait dans les parages, logeant dans un hôtel de Quimper, se montrant ostensiblement dans les cafés, saluant les commerçants comme si elle voulait s'implanter de nouveau dans la ville. Elle jouait la femme retrouvée, polie, souriante, donnant l'image d'une mère respectable.
Mais derrière ce vernis, je savais ce qu'elle préparait encore. Les rumeurs reprirent de plus belle. On murmurait que je buvais en cachette, que ma santé déclinait, qu'Evan passait trop de temps à bricoler avec du matériel dangereux dans le garage. Chaque petit mensonge trouvait son chemin jusque dans les oreilles. Des gens alimentant ce doute insidieux dont elle se nourrissait. Pourtant, malgré cette atmosphère lourde, la maison restait un havre. Evan rentrait de l'école, déposait son sac, et sans un mot, nous reprenions nos habitudes. Il se mettait à ses devoirs, puis venait m'aider à la cuisine. Ces gestes simples me rappelaient que la vie ne tenait pas qu'aux tribunaux. Elle se tissait dans les repas partagés, dans les rires étouffés, dans ces silences complices que personne ne pouvait nous voler. Un soir, alors que nous étions assis sur le perron, Evan m'a demandé d'une voix basse: « Si jamais je suis obligé d'aller avec elle, tu crois que je pourrais revenir ?» Je l'ai regardé longuement, le cœur serré. « Tu iras nulle part, ai-je dit fermement. Mais même si la loi se trompait, rien ne pourra jamais t'arracher de mon cœur. » Il a hoché la tête, puis il a soufflé. « Tu es moi non plus, je ne la laisserai pas. » Ces mots avaient la force tranquille d'un serment. Les semaines passaient, et plus l'attente s'allongeait. Plus je sentais mes nerfs se tendre. Je priais encore la nuit, demandant non plus seulement de la force, mais aussi la sagesse de ne pas céder à la haine, car je savais que ce poison Allah était tout aussi destructeur. Puis vint enfin le jour de la décision. Nous avons repris le chemin du tribunal, Evan et moi. Dans la salle, le silence était plus lourd encore que la première fois. Lisa était là, impeccable, son avocat à ses côtés. Elle croyait encore à sa victoire, je le voyais dans la raideur de son port de tête. Le juge a pris place, ses dossiers devant lui. Sa voix résonna, calme, sans émotion apparente. Après examen des éléments et témoignages, il est établi que Madame Morvan a assumé seule, de façon constante et satisfaisante, la prise en charge de l'enfant Evan depuis plus de 10 ans. Il est également établi que Madame Lisa Morvan, mère biologique, n'a entrepris aucune démarche de contact durant cette période et que son retour intervient au moment où l'enfant approche de sa majorité et de l'accès à son patrimoine. À ces mots, un frisson m'a parcouru. J'ai osé lever les yeux vers Lisa, son sourire s'était figé. Le juge poursuivit. Compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est décidé que la garde restera confiée à Madame Jeanne Morvan, tutrice légale. Madame Lisa Morvan se voit par ailleurs interdire tout contact avec son fils sans autorisation préalable du tribunal. Le silence a suivi. Lisa est restée immobile, comme pétrifiée. Son avocat a baissé la tête. Moi, j'ai senti mes jambes fléchir, mais Evan a serré ma main si fort que j'ai retrouvé mon souffle. Nous sommes sortis dans la lumière vive de l'après-midi. Les cloches de la cathédrale sonnaient. Comme pour marquer la fin d'un chapitre, sur les marches du tribunal, Lisa nous a dépassés sans un mot. Ses talons claquant nerveusement, ses yeux ne nous ont même pas effleurés. Elle n'avait plus de masque à porter. La défaite avait tout arraché. Pourtant, malgré cette victoire, je ne ressentais pas la joie, seulement un immense soulagement et une fatigue écrasante. C'était fini. Mais à quel prix? Ma famille était déchirée, des proches m'avaient tourné le dos et surtout, Evan avait dû affronter sa mère dans un combat qui n'aurait jamais dû être le sien. Le soir, assis sur le perron, nous avons regardé le ciel rougir au-dessus des toits. Evan a brisé le silence. Elle ne m'a même pas regardé. Je n'ai rien répondu. Que dire? Il avait raison. Elle n'avait pas cherché son regard une seule fois. Pas un mot, pas un geste, rien. Comme si dans cette salle d'audience, il n'avait été qu'un enjeu financier. Un nom inscrit dans un dossier. Je l'ai pris dans mes bras. Tu n'as rien perdu, Evan. Tu as gagné ta liberté. Il a souri tristement. Toi, tu as perdu une partie de ta famille. J'ai haussé les épaules. Tu es ce qui reste vaut mieux que ce qui s'effondre. Et toi, tu es ma famille. Nous sommes restés ainsi longtemps, enveloppés par le silence du soir.
Je savais que tout n'était pas terminé. Les blessures resteraient invisibles mais profondes. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. La maison n'était plus seulement un refuge précaire. Elle était devenue un foyer inviolable, cimenté par la justice et par un lien plus fort que le sang, celui de la fidélité, de l'amour silencieux qui ne s'efface jamais. Et tandis que la nuit tombait, j'ai compris que nous venions de fermer un chapitre douloureux. Le suivant, lui, serait écrit à deux voix, sans ombre menaçante. Evan, enfin, avait retrouvé son présent. Et moi, j'avais sauvé notre avenir. Les semaines qui suivirent le verdict eurent un goût étrange. La maison paraissait plus légère, comme débarrassée d'un poids invisible. Evan retrouvait un semblant de sérénité. Il riait plus souvent, passait des heures à bricoler sans cette inquiétude qui alourdissait chacun de ses gestes auparavant. Moi, je m'accordais enfin le luxe d'un sommeil sans sursaut, même si les souvenirs me poursuivaient encore. Un matin d'été, en ouvrant les volets, j'ai aperçu les hortensias du jardin éclore, plus éclatants que jamais. J'y ai vu un signe. La vie, malgré tout, reprenait toujours ses droits. Les rumeurs avaient cessé. Les regards soupçonneux aussi. Les gens de Quimper, prompts à juger, avaient vite retrouvé leurs habitudes. Comme si rien n'avait eu lieu. Mais moi, je savais. Et Evan savait. Un soir, nous nous sommes assis sur le banc du jardin, face au ciel qui s'embrasait. Evan, désormais presque adulte, m'a dit « Tu sais, tante Jeanne, je crois que je n'aurais jamais eu de vraie enfance sans toi. » Ces mots m'ont traversé comme une lame douce à amère. Je lui ai souri, les larmes aux yeux. « Yui, tu n'as pas eu l'enfance que tu méritais, mais tu as encore ta jeunesse. Et je serai là, jusqu'au bout, pour que personne ne te la vole. You. » Il m'a regardé longuement, avec cette gravité qui ne sied pas à un garçon de son âge. Puis il a murmuré « Elle ne voulait pas de moi, mais toi, tu m'as toujours voulu. » You, je l'ai serré dans mes bras. À cet instant, j'ai senti que le prix de toutes mes nuits blanches, de toutes mes peurs, de toutes mes batailles silencieuses, avait enfin trouvé sa récompense. Je ne me fais pas d'illusions. Les cicatrices resteront. La trahison d'une mère ne s'efface pas d'un trait de plume. Mais j'ai compris aussi qu'il n'y a pas de victoire parfaite. Il y a seulement des vies sauvées. Des présents arrachés à l'ombre. Moi, Jeanne, veuve de Quimper, je n'ai pas conquis le monde. Mais j'ai tenu ma promesse faite une nuit glaciale de décembre. Bézant, ne jamais abandonner cet enfant, et c'est suffisant. Aujourd'hui, quand je regarde Evan rire avec ses amis, préparer ses projets d'avenir, je sais que je n'ai pas perdu ma vie. J'ai trouvé une autre raison d'exister. Et même si la solitude me pèse encore certains soirs, je choisis la paix plutôt que l'amertume. Car au fond, la justice ne s'écrit pas toujours dans les tribunaux. Elle se grave dans le silence des femmes qui ne renoncent pas, dans les gestes d'amour répétés, dans la fidélité obstinée qui défie l'abandon. Et si je devais laisser un seul message à celles et ceux qui, comme moi, ont trop longtemps gardé le silence, ce serait celui à si. Le silence peut aussi être une forme de justice. Il m'a fallu toute une vie pour le comprendre, mais aujourd'hui je le dis avec force et avec dignité. Oui, le prix fut lourd, mais Evan est sauvé, et cela aucune trahison, aucune convoitise, aucune rumeur ne pourra jamais me l'enlever.